Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense bonheur de vous retrouver sur 5 sur 7 matin, la matinale que vous propose la télévision nationale. Tous les jours entre 7h et 9h, ça se passe par ici sur Bénin TV, la chaîne de télévision généraliste nationale du Bénin. Marcel Arossi, bonjour. Herman, bonjour, bonjour à tous. Bien positionné déjà à ma droite, vous serez avec moi tout à l'heure pour le bulletin d'information. Entre autres, on aura dans le bulletin d'information la rencontre, la séance d'échange du porte-parole du gouvernement avec la jeunesse de Savet. Et nous aurons également le bilan du gouvernement dans le secteur des sports. Et puis avec les journaux, parce que juste après le journal, vous savez que c'est la revue des titres. En attendant la revue de presse, nous parlerons également avec le quotidien de service public, notamment du bilan du gouvernement dans le secteur des sports et bien d'autres informations à la une. Très bien, vous faites bien dégrainer ce qui fera évidemment la charpente de cette émission 5 sur 7 de ce mardi 12 novembre 2024. Mais avant d'en arriver à vous dans la revue des titres et à la revue de presse, puisque c'est cela qui boucle la boucle, eh bien, il y a bien des étapes à franchir. Nous aurons à parler aujourd'hui, évidemment, dans le forum de discussion du marché du cosmétique en Afrique. Longtemps resté confidentiel, eh bien, le marché du cosmétique en Afrique est devenu un secteur concurrentiel depuis quelques années avec l'émergence de la classe moyenne et la forte démographie. Le continent en fait de l'œil aux leaders du marché mondial. Mais à côté des grosses marques, un autre marché souterrain est fortement animé par des particuliers qui commercialisent des produits fabriqués par leurs soins. Les nouveaux chimistes, ainsi qu'ils sont désignés, conçoivent tout dans leur laboratoire, lait corporel, savon, gel de douche. La pratique connaît un réel succès grâce aux publicités sur les réseaux sociaux qui promettent beauté et teint lumineux, teint glowy, comme ils le disent eux-mêmes dans leur jargon. Certains vont même jusqu'à se spécialiser dans les produits décapants. Et c'est là toute la grosse inquiétude, car si le business prospère, il y a sans doute un drame sanitaire qui se prépare. Et c'est ce que nous allons voir dans le forum de discussion avec mes invités. Avec Yasmine, on parle de nos reins. Vous savez, nos reins sont des organes aussi discrets qu'indispensables. Et lorsque les fonctions d'élimination sont perturbées, eh bien, les conséquences peuvent rendre la vie presque impossible, surtout lorsque surviennent des calculs rénaux. Ce sont des caillots de taille variable produits par les reins. Ils s'y forment à partir de certains composants de l'urine. Comment prévenir ce mal? Pourquoi est-ce important de boire? Quels sont les traitements qui existent? Et surtout, quelles sont les avancées de la science pour y faire face? On en parle avec Yasmine Dabata et son invité. Et on s'intéressera aussi dans cette émission au concours Cotonou Ville Propre, une initiative qui vise à créer une saine émulation afin de pousser les populations à rendre leur cadre de vie propre au-delà des efforts fournis par les pouvoirs publics. 5 sur 7 matin, tout de suite et maintenant, le bulletin d'information, le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, une présentation de Marcel Arossi. Bonjour de nouveau, bienvenue donc au premier journal sur votre télé. Après Bamteh, Savet accueille l'exercice d'explication de la gouvernance talent entrepris par le porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Ngbeyi tente d'apporter des éclairages à ce qui n'est pas compris dans l'action gouvernementale. Mais il prête surtout d'abord une oreille attentive aux doléances des citoyens face au porte-parole du gouvernement, autorités locales, cadres natifs de Savet et bien d'autres acteurs locaux réunis au centre culturel de la localité. Nos témoins, Pierrette Adan aussi et Kadnel Kapou. Ce qui est prévu pour Savet sera fait. Des mots d'assurance du porte-parole du gouvernement qui donne le sourire aux Tchadais venus nombreux à cette séance de vérité. Mais au-delà de tout, Savet reconnaît et salue les actions de l'exécutif qui l'ont transformé en 8 ans. Comment ne pas évoquer la construction de notre majestueux hôtel de ville qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Tchadais où qu'ils se trouvent. Les importants travaux routiers réalisés, notamment sur les axes Savet-Ketou et Savet-Okeo. Dans le domaine sanitaire également, la construction de l'hôpital de zone Savet-Ouessé est devenue une réalité patente. Nos quartiers, ces villages se sont par ailleurs métamorphosés grâce à la densification du réseau électrique ainsi que le réseau de la solaire.
En dépit de ces pas de géant posés par le gouvernement à Savè, la population a toujours la main tendue. Les doléances évoquées, tant en langue locale qu'en français, portent sur la construction ou la réhabilitation d'infrastructures, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le chômage, l'accès au microcrédit et surtout la succubie. Il faudrait qu'ils travaillent sur ça. Il y avait 2000 personnes qui travaillaient là-bas, mais aujourd'hui, ces gens sont à la maison. Par rapport à la fermeture de Succubé, il m'a rassuré qu'ils sont en cours, qu'il va voir le ministre de Commerce. Arrivé à Cotonou, qu'il va voir le ministre, s'il va le ministre, donc c'est sûr qu'on aura un bon résultat. Nous avons parlé de la construction d'un pont sur le fleuve Okpara, d'un parking et puis également d'un marché modèle. S'il y a une doléance qui est beaucoup revenue dans les échanges, c'est la libération des enfants de Savè encore en prison pour leur implication dans des violences électorales. Leur libération serait vécue comme un événement majeur qui soulagerait les populations et permettrait à Savè de tourner définitivement la page de cette douloureuse parenthèse de son histoire. Certains sont déjà sortis, les autres dont les cas sont à l'étude, une fois que ce sera fini. S'il y a des mesures que le président peut prendre pour leur permettre de retourner dans leur famille, en espérant qu'ils ne vont plus jamais recommencer ces fautes, ces erreurs, même s'ils sont induits en erreur par des plus grands, on espère que cela n'adviendra plus. Vous êtes jeunes et les problèmes des jeunes sont un problème parce que ce n'est pas la première fois que vous remontez à tous les ministères ce qui vient des jeunes, ce qui vient des populations, pas que les jeunes, ce qui vient de toutes les populations, mais qui est remonté vers son excellence le président Patrice Talon. À la fin de la séance, tout le monde est visiblement satisfait. Franchement, c'est une joie immense. Et ce qui s'est passé aujourd'hui à Savè, c'est inédit. Et nous remercions le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement promet de revenir à Savè dès que le besoin se fera sentir. Et parlant d'action gouvernementale, il y a un chantier impossible à rater qui se dresse entre la place des Martyrs et le palais des Congrès. Les futurs immeubles administratifs rutilant de mille feux. La nuit, les Cotonois, témoins du spectacle, sont tout sauf indifférents. Voici quelques regards de citoyens captés par Génial Monsi Agbouka et Bernol Diogwe. C'est un joyau pour le Bénin. Pour moi, c'est un joyau. Je passe devant le palais des Congrès, je vois ces bâtiments, ces tours qui sont vraiment présentables. Je remercie le gouvernement, ils ont fait l'effort de construire de beaux bâtiments. Je les remercie. Je suis persuadé que ce plan est acceptable. Et il me serait difficile de dire au bout de ce micro qu'il y a des Béninois qui vont contester, rejeter ce bienfait. Tout serait centralisé et les démarches à mener seraient dans le même emplacement. C'est très bien. Très utile. Moi, j'apprécie ce projet parce que ça va réduire les tracasseries. Parce que lorsque vous voulez faire maintenant des papiers et dans des ministères, vous êtes obligé de courir entre ministère et ministère. Alors que ce joyau maintenant, vous pouvez faire vos papiers en un seul endroit. Moi, je vois que c'est très bon. C'est bon pour notre pays. Il faut que les gens encouragent ça, c'est bon. D'un chantier à d'autres, allons voir se réaliser sous la conduite du ministère des Sports. Mais pas que, au-delà des infrastructures sportives érigées, c'est 8 ans de performances diverses réalisées dans différentes disciplines qui sont passées au crible. Non sans quelques couacs, sujets à correction notamment sur le stade général Mathieu Kérékou. Retour sur le bilan effectué par le ministre Benoît Dato lui-même, c'est avec Gloria Oni. Un engagement sur plusieurs fronts, une ardeur inaltérable pour un sport plus compétitif sur le plan international.
Les efforts pour le développement harmonieux du sport national sont sans cesse croissants. Vous vous souvenez qu'en 2016, à l'arrivée du président Patrice Talon, le sport béninois végétait dans un climat délétère. Il fallait régler des crises, notamment celles au sein de la famille du football. Il n'y avait pas un programme sportif de détection et de formation des talents à la base. Les rapports entre le gouvernement et les fédérations étaient très peu structurés. L'image de nos équipes nationales laissait à désirer et l'engouement populaire autour de nos athlètes et équipes était faible. La construction de 22 stades communaux de type omnisport sur toute l'étendue du territoire national, l'institution des classes sportives et le programme des jeunes officiels, la structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour l'efficacité du programme des classes sportives nécessitent des subventions émanant de l'État. Ça permettra à tout le monde de se mettre au travail, à tout le monde d'être discipliné et à tout le monde d'être correct et de savoir comment utiliser cette subvention-là. À partir de maintenant, chacun sait déjà sur quoi, par rapport à quoi et en fonction de quoi il sera évalué pour la subvention de 2025. Donc chacun déjà enverra ici en 2025 peut déjà se faire une idée de ce qu'il attend. Le déclassement du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou relève de la non-conformité de la pelouse, la non-uniformisation de l'intensité de la lumière dans les différentes zones de la pelouse et bien d'autres raisons techniques. Pour pallier ces observations, les dispositions sont mises en œuvre en collaboration avec le concessionnaire, la Caisse nationale de sécurité sociale, et le contrat est en cours de signature avec les prestataires chargés de réaliser les travaux. En l'état, il faut que les exigences de la Confédération africaine de football soient respectées avant que notre stade soit à nouveau apte à accueillir les spectateurs pour de beaux matchs. De nouveaux joyaux sportifs vont voir le jour et cette fois-ci vont répondre aux critères de sécurité, de capacité d'accueil et de confort. Les travaux de construction des académies sont en cours de finalisation. Il y aura bientôt une académie à caractère national intégrée dans le programme global de CME-City. Dans cette académie, on aura, outre les principales disciplines, une académie de tennis avec des cours en terre battue, en dur et en gazon. Il y aura 2 académies régionales, dont une à Parakou et l'autre à Porto Novo, et puis une académie de jeunes filles à Lokossa. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas voir l'importance de ce que le chef de l'État fait. Ça fait grandir la commune et ça nous permet de développer plusieurs activités sportives. 88 classes sportives sont ouvertes sur toute l'étendue du territoire national et plus de 3 milliards de francs CFA sont déboursés chaque année pour la constante performance des équipes nationales. Et parlons à présent de ceux qui s'occupent des chantiers. L'Ordre national des architectes et des urbanistes sonne l'alerte et prévient au Bénin les usurpateurs de titres d'architecte courent de gros risques. Ils ne pourront plus continuer d'exercer dans l'illégalité et dans l'impunité. Les vrais professionnels annoncent des mesures destinées à arrêter la pagaille. Ils étaient face aux médias dans la maison des bâtisseurs à Aglangandan. Suivant. Les architectes et urbanistes du Bénin sont victimes d'usurpation de leurs titres. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin donne l'alerte et fait l'état des lieux de l'exercice illégal de la profession. Au Bénin, l'usurpation de titres d'architecte est assez courante. Au sein des coupables, on retrouve des autodidactes, des techniciens de génie civil en bâtiment, et même des ingénieurs qui sont compétents, bien entendu, dans leur secteur, mais qui n'ont rien à voir dans le secteur de la conception architecturale et pourquoi pas urbanistique. Au niveau du respect des normes de construction, au niveau de la fonctionnalité des bâtiments ainsi projetés, au niveau du confort et de l'esthétique
de la projection des villes, etc. Cette conférence de presse est l'occasion de sensibiliser le public et les autorités sur les enjeux liés à cette problématique. Nous souhaitons également rappeler l'importance de la réglementation en matière d'architecture et d'urbanisme, de même que la nécessité d'une vigilance collective pour protéger notre profession. Face à la croissance démographique et le désir de chaque Béninois de construire sa maison, les architectes et urbanistes sont en sous-nombre et plus de 90% d'entre eux exercent dans les grandes villes. Mais ceci ne saurait justifier l'usurpation du titre et l'exercice illégal de la profession. La profession d'architecte en République du Bénin est bien régie par des textes. Et quiconque sans titre s'est immixé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou a fait des actes d'une de ces fonctions est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de ce crime. À la suite de cette conférence, l'ordre entend réprimer toute action qui sera posée en violation de ces dispositions. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin annonce des descentes inopinées sur des chantiers et au contact des populations pour mieux faire connaître la profession. Parlons intégration régionale dans ce journal. Un fonds Crédit Culture UEMOA pour soutenir les industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest. Ce fonds a été créé pour pallier le manque de financement du secteur culturel, reconnu pourtant pour son fort potentiel économique et social. Voyons-en les enjeux et les perspectives dans ce reportage. 20 milliards de francs CFA pour une phase pilote de 3 ans. L'UEMOA, avec son fonds Crédit Culture, espère non seulement renforcer la visibilité et l'employabilité dans les industries culturelles, mais aussi contribuer à la diversification économique de ses États membres en soutenant des projets novateurs et des infrastructures culturelles régionales. Pour ce fonds, plusieurs disciplines ont été retenues, notamment les arts visuels, le livre et l'édition, la musique enregistrée, le cinéma, l'audiovisuel, le multimédia et jeux vidéo. Tous ces secteurs sont concernés par le fonds Crédit Culture UEMOA. Et ce sont les entreprises. Ce ne sont pas des individus, ce sont les entreprises. Ce ne sont pas les associations qui sont directement visées, mais ce sont les entreprises. Et ce n'est pas de la subvention directe. Le constat qui a été fait, c'est que on ne peut pas développer le secteur de la culture qu'avec les subventions. Certes, elles ont leur place, elles ont leur raison d'être, mais elles ne suffisent pas pour développer le secteur de la culture. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler à permettre à un investissement concret, un investissement renforcé dans le secteur de la culture. Et cet investissement dans le secteur de la culture peut se faire que si les entreprises du secteur sont viables, si les entreprises du secteur sont bien gérées et si elles sont crédibles. Dans un contexte où les industries créatives et culturelles jouent un rôle central dans l'expression identitaire et la promotion de la diversité culturelle, ce fonds incarne une approche nouvelle et intégrée. Nos acteurs culturels aujourd'hui sont riches dans leur créativité. Ils ont d'ailleurs, on l'a dit au cours de nos débats, devancé l'intégration. Et aujourd'hui, en le mettant à leur disposition un mécanisme de financement innovant, qui est un fonds sur la culture, cela nous permet aussi de démontrer que la Commission, que notre Union est aussi à l'écoute des besoins de nos populations et particulièrement de nos artistes. Un regard particulier sera porté sur le secteur de la mode qui a une valeur identitaire très forte pour l'UEMOA. C'est un pas en avant pour faire des industries culturelles et créatives un moteur de développement économique dans l'espace UEMOA. Une halte pour honorer une figure des médias du Bénin, 20 ans déjà que nous a quitté René Meïn-Rodossa parmi les pionniers du régulateur des médias dans ce pays. Un souvenir marqué par une messe et un déjeuner dans sa ville natale, un grand popo. Le premier président de la HAC a laissé son empreinte dans les cœurs et les mémoires. Témoignage Évariste Zomaoun, Samirat Chabimane. Puisque
Puisque rien n'est plus vivant qu'un souvenir, les enfants, parents et amis de feu René Meïro Dossa se souviennent de l'illustre disparu, premier président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, et l'honore 20 ans après. Au moment où j'ai pensé à lui pour cette journée, 2 mots me sont venus, bâtisseur et solidaire. Papa, il y a 40 ans, nous disions un jour, Grand Popo sera la Riviera du Bénin. C'était un visionnaire, mais c'était aussi un homme d'action. Les témoignages sur l'homme, aussi bien à l'église catholique Saint-Joseph de Grand Popo qu'à la place Novicia, rappellent ceux de l'homélie du jour qui parle de la veuve de Sérepta dans Roi 1, chapitre 17, verset 14. Si vous écoutez le texte de base de l'homélie ce matin, qui parle de cette veuve de Sérepta, nous avons vu à l'œuvre le président Dossa qui avait du cœur. Parce qu'il fallait mettre en place tous les instruments. C'est un hommage mérité. Et nous voudrons prier les uns et les autres à prendre exemple sur le président Dossa. Retenons d'abord son humilité, sa convivialité, sa manière de rassembler les amis. Il avait un esprit très festif. Donc c'est ce qu'il nous a légué, raison pour laquelle nous ne saurons l'oublier et nous sommes venus à côté de ses enfants. Un anniversaire de décès célébré autour d'un déjeuner causerie rappelant les bons souvenirs de l'homme. René Meïro Dossa, premier président également de l'association Novicia de Grand Popo, restera à jamais dans les mémoires à travers la salle polyvalente de l'association, désormais qui porte son nom. Et véhiculé partout dans le monde. Son amour pour les autres se traduit depuis 5 ans à travers l'association Vialé qui soutient la scolarisation de plus de 150 enfants démunis de Grand Popo. Un fait de société dans ce journal, le célibat. On s'intéresse à ces personnes qui, en âge de se marier, s'en abstiennent ou encore celles qui choisissent de vivre seules après une union. Pourquoi ? Les raisons sont multiples et varient d'une situation à l'autre. Des citoyens se sont confiés à Boycon et Savet, à Pierre Etadin aussi et Cadnel Capo ce 11 novembre où l'on commémorait la journée mondiale des célibataires. Le célibat, c'est une responsabilité. Se marier aussi, c'est une responsabilité. Mais de nos jours, la majorité des jeunes fuient leur responsabilité, fuient le stress, le manque d'emploi, les charges quotidiennes. Tout ça là amène beaucoup à vivre le célibat. On peut être célibataire avec enfant et aussi célibataire sans enfant. Pour moi, célibataire, c'est quelqu'un qui n'a pas de conjoint, par exemple, ou soit quelqu'un qui n'a pas encore eu de conjoint. C'est vrai que moi, je me sens bien dans mon couple. Je me sens bien. C'est qu'il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés et parfois tu es là et ton conjoint, celle qui est toujours avec toi, t'énerve et tout. Certains n'arrivent pas à supporter, ils préfèrent vivre seul. Vraiment, si on devait choisir, moi, je préfère vivre seul. Tu ne peux pas rester célibataire à vie parce que même si tu ne veux pas avoir de femme, tu vas avoir d'enfants. Donc forcément, si tu ne te mets pas en couple, tu ne peux pas avoir d'enfants. Donc ils finiront par se mettre en couple. Ça là, c'est clair. La vie matrimoniale est la meilleure des vies. Selon moi, vous êtes à côté, vous avez quelqu'un à côté. Lorsque vous avez des petits problèmes, vous lui dites. Lorsque vous avez de petits bobos, vous avez quelqu'un pour vous aider. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est la meilleure vie. Le célibat est mieux parce que si on se marie, si on a une femme à côté, ce qu'on dépense, ce n'est pas égal à ce qu'on dépense lorsqu'on est célibataire. Être célibataire n'est pas une bonne option. Donc moi, personnellement, je préfère une vie de couple. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme que j'ai créé soit seul. Il faut que je lui vienne en aide en lui faisant un partenaire. Comme ça, quand nous allons dans Genèse 2, toujours verset 22, Dieu amena une femme à l'homme pour qu'elle lui tienne compagnie. Dieu veut que l'homme soit avec sa femme. Quand on parle de célibat, chez nous, c'est un choix. On appelle ça une vocation chez nous. C'est celui que Dieu appelle, qui reçoit l'appel de Dieu pour se consacrer à lui. C'est lui qui vit le célibat à la manière de ce que nous on vit. C'est pas parce que le célibat est meilleur au mariage que nous avons choisi le célibat.
Non, nous avons choisi le célibat à cause du royaume des cieux. Ce bon côté, c'est dans la vocation. Dernière note sportive dans cette édition, les athlètes béninois s'activent face aux prochaines compétitions d'athlétisme. Après les formations d'entraîneurs niveau 1 d'athlétisme, les entraîneurs licence CAF de football, c'est au tour des instructeurs niveau 2 de judo. Écho du stage organisé à Bomekelavi du 30 octobre au 6 novembre. Pour animer ces activités, le ministre des Sports a fait venir sur place 2 experts de la Fédération internationale de judo, Mathieu Sokenou, Brice Deogracias Menaï. C'est un tournant décisif dans la carrière de ces instructeurs niveau 2 de judo. Après plusieurs jours de formation en Nagewaza et Katamewaza, des techniques de projection pour battre l'adversaire, ces instructeurs reçoivent leur certification. On a bénéficié de beaucoup de choses. Ce qui se faisait entre nous ici au Bénin, eux, ils sont venus apporter un plus à ce qu'on apprenait. Parce que nous sommes coachs, il nous manquait aussi. Ils nous ont corrigé ce que nous faisons. Et ce n'est pas bon, ils nous ont corrigé tout pour pouvoir former nos athlètes. Dans la formation un partage d'expérience avec Bradik Salvisa, 7e Dan, et Franck Moussima, 6e Dan, tous experts de l'Académie internationale de judo. La formation des instructeurs de niveau 2 est à l'initiative du ministère des Sports et de la Fédération béninoise de judo. Plusieurs personnes auraient aimé être à votre place aujourd'hui. Ils n'ont pas eu la chance. Vous avez été ceux qui ont été sélectionnés. Vous avez reçu cet après-midi vos certificats qui marquent un pas dans votre parcours d'instructeur en judo. Ce que je m'en vais vous demander dès à présent, c'est de vous dire, ne vous arrêtez pas de vous instruire. En dépêchant ces experts internationaux sur le sol béninois, le ministère des Sports veut améliorer les performances de ses athlètes pour les futures échéances sportives. Voilà qui met donc fin à cette première session informative. Rendez-vous à 13h, 20h puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Merci pour cette brillante présentation, Marcel Rossi. Je vous ai par contre dû sourire sur le sujet sur les célibataires. Sérieusement ? Une vocation peut-être ? Arrêtez. Marcel Rossi, vous n'êtes pas sérieux. Allez, on passe à présent à la une des journaux que nous allons installer tout de suite. Et nous démarrons par le quotidien Fraternité. Tout à fait, Fraternité qui parle aujourd'hui de la cybercriminalité au Bénin, des méthodes plus sophistiquées. Fraternité a donc recueilli des témoignages de plusieurs victimes que vous découvrirez dans sa parution du jour et après. Matin libre, après la mise en place d'un cadre de concertation, l'opposition contrainte de resserrer les rangs. Bénin collecte des ordures, la poubelle homologuée pas obligatoire selon Matin libre. Le matinal, à peine créé, le cadre de concertation de l'opposition à l'épreuve des critiques écartées. La FCBE rompt le silence. Gilles Goyi, ce creuset ne va rien changer selon le politologue, on va dire. Affaire Caméo Shell devant la criette, la peine des prévenus réduite un appel. L'emblème du jour, audience publique dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances gestion 2025, les centrales syndicales et la société civile face aux députés ce jour même. La nation, gouvernance numérique, les acteurs mobilisés pour un Internet de qualité. Bilan du gouvernement secteur des sports, ces actions coordonnées qui boostent les athlètes. Les grandes lignes de ce bilan à retrouver donc dans la parution du quotidien de service public ce jour. L'économiste du Bénin, Assemblée annuelle 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, des financements concessionnels de la BOAD et des fonds arabes au Bénin. Dr Zulkifl Salami apporte des précisions sur les appuis financiers au Bénin, à retrouver donc avec l'économiste
dans sa parution du jour. Et puis, entrepreneuriat, toujours avec l'économiste, entrepreneuriat à Parakou, l'ADPME et le CIPEP forment les jeunes à l'esprit entrepreneurial. Éco-vert, nous sommes au Sénégal, érosion côtière, le Sénégal parmi les 3 pays les plus vulnérables selon Éco-vert du Sénégal. Le soleil du Sénégal, toujours. Disparition du ministre Mamadou Moustapha Ba. Suspicion autour d'un décès. Selon le procureur de la République, l'autopsie a révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n'est pas naturelle. Enquête. Dossier émigration irrégulière, la case prison, ce qui se cache derrière donc le nombre croissant de migrants dans les prisons espagnoles à retrouver dans la parution du jour de Enquête. Ouakatira au Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Après la joie de la CAN 2024, l'attention de la présidentielle de 2025. Le pays plébiscite à la tête du FPI. Pascal Afi Nguessan a toutes les cartes en main pour marchander. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Eh bien, c'est par là que démarre l'article du pays, le confrère burkinabé. Vers une révision constitutionnelle par le parti au pouvoir en RDC, Félix Tshisekedi veut-il dresser le bûcher contre son propre pays? Point d'interrogation. Et le pays législatif à Maurice, un happy end. Voilà qui met fin à la revue des titres, la revue de presse dans un instant. Merci à vous, Marcel Rossi. On se retrouve en fin d'émission pour la revue de presse. À suivre dans les prochaines minutes, évidemment, la rubrique environnement avec 2 jeunes gens avec qui nous parlons du concours Bénin Ville Cotonou Ville Propre. On s'intéressera d'ailleurs aux activités de l'ONG Bénin Ville Propre. On s'intéressera à la salubrité donc dans nos villes. Yasmine Damata, avec elle, on s'intéressera aux calculs rénaux, surtout aux avancées de la science pour guérir ce mal. Dans le forum de discussion, nous parlons de ces produits cosmétiques fabriqués aujourd'hui dans des laboratoires plus ou moins douteuses. On verra qui sont ces personnes qui fabriquent ces produits, quelles formations elles ont reçues et comment ces produits se retrouvent frauduleusement la plupart du temps sur le marché. Nous serons plus tard avec le conseil technique du ministre des Sports, Dr Basile Agbou-Diogbi. Avec lui, on parle du projet Synergie éducative qui est une nouvelle trouvaille du ministère des Sports. À tout de suite pour Environnement. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans les diasporas. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées, afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle
NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire ? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplissez les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans Environnement. Nous nous intéressons à cette initiative qui vise à créer une saine émulation afin de pousser les populations à rendre leur cadre de vie propre au-delà des efforts fournis par les pouvoirs publics, d'où le concours Cotonou Ville Propre. Pour en parler, deux invités avec moi, Kadirat Larin, elle est coordonnatrice de l'ONG Bénin Ville Propre. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, merci. J'ai un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Avec vous sur ce plateau, Fructueux Aboy, il est le responsable de la communication de l'ONG Bénin Ville Propre. Bonjour et bienvenue aussi. Bonjour monsieur Herman. Ça se passe bien? Ça va, ça va. Le vert du bas, le vert comme la nature. Exactement, nous sommes une ONG qui promeut l'environnement et l'environnement est signifié avec la couleur verte pour montrer les plantes, la nature, etc. D'accord. Et votre ONG est spécialisée dans l'assainissement du cadre de vie. Vous pouvez nous raconter un peu? Oui, l'ONG Bénin Ville Propre, déjà c'est le président est M. Ali Adjibadi, que je salue. L'ONG Bénin Ville Propre est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour l'assainissement et la propreté dans nos villes. Donc nous avons eu à mener plusieurs activités allant dans ce domaine. D'accord. On a remarqué depuis un moment quand même qu'il y a derrière la SGDS, la Société de gestion et de salubrité, qui œuvre pour l'assainissement de nos villes. Pourquoi avoir décidé d'arpenter un couloir presque déjà occupé? Oui, nous avions constaté que la SGDS seule ne peut pas tout faire, ni la mairie ni la préfecture. Donc les ONG sont là pour pouvoir appuyer les efforts déployés par ces organisations. D'accord. Et quelles sont généralement ces activités que vous menez, des campagnes de salubrité, Fructueux? Durant ce concours Cotonou Ville Propre, nous avons... On va revenir tout à l'heure au concours, mais de façon globale, quelles sont les activités que mène votre organisation? Nous faisons la plantation d'arbres dans les écoles. Nous avons également mené des actions de salubrité dans la ville de Cotonou. Nous avons placé des poubelles un peu partout il y a quelques années et nous menons accès d'activités pour pouvoir accompagner les écoles, les quartiers, les arrondissements à pouvoir garder leur environnement propre. D'accord. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se joignent généralement à votre activité. Est-ce que c'est spontanément qu'elles le font ou il faut d'abord les démarcher, leur expliquer, leur faire comprendre le bien fondé de votre démarche? Et la sensibilisation est vraiment importante pour amener les gens à nous accompagner, à avoir de l'engouement, à pouvoir faire ces activités-là. Parce que les gens ne voient pas vraiment l'importance de la propreté quand ils n'ont pas d'intérêt particulier. Donc, à force de leur parler, de leur montrer l'importance, ils arrivent à adhérer à la cause et à nous accompagner à mener ces activités. On a remarqué que vos activités sont souvent soutenues par la mairie, par la préfecture, par la SGDS également. Quels sont vos rapports justement avec la Société de gestion et de salubrité? Déjà, comme je le disais tantôt, c'est une société qui est spécialement pour l'assainissement et la gestion des déchets. Donc, puisque notre ONG intervient dans ce domaine, on collabore parfaitement avec eux. D'accord. Et quelle est la fréquence avec laquelle vous organisez vos activités? C'est une fois par mois ou c'est 2 fois le mois? Et comment est-ce que les zones sont ciblées? Comment est-ce que les zones sont ciblées? En fait, c'est en fonction de... Déjà, chaque année, on fait le planning des activités à faire. Donc déjà, au préalable, on collabore avec la mairie, la préfecture, la SGDS pour savoir exactement quel apport ils ont à nous donner. En fait.
Donc c'est un peu ça. D'accord. Vous avez des choses à ajouter en fonction des besoins sur le terrain, puisque la SDDS est sur le terrain, ils savent les endroits insalubres et tout, ils nous font part de cela. Et c'est sur ces endroits-là que nous on essaie de pouvoir faire sortir la population pour mener les actions de salubrité. D'accord. Vous parlez de Bénin ville propre. Est-ce à dire que vous occupez l'espace dans tout le Bénin? L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir parcourir toutes les communes du Bénin et mener des actions pour que notre pays soit réellement un pays très propre. Et quel est, on va dire, l'apport des populations? Spontanément, elles sortent massivement? C'est un peu difficile de les faire sortir, mais avec l'appui des autorités locales, les maires, les CA, les chefs quartiers, ils arrivent quand même à faire l'effort de sortir pour nous accompagner. Et comment est-ce que vous procédez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou du moins dans le planning, on se dit le 20 novembre prochain, on se rend, voilà, tout bonnement, on dirait, à Agla. C'est cela? Ou quels sont les critères d'éligibilité des zones dans lesquelles vous faites vos actions? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous fonctionnons avec les élus locaux. C'est eux qui vous sollicitent en fonction des besoins qu'ils ont, des zones qu'ils voient, qui ont besoin d'être propres. Ils nous sollicitent et en fonction de ça, nous les accompagnons. D'accord. On voit là un monsieur avec un haut-parleur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'alerter tout le monde ou il est en train de faire dans de la sensibilisation? L'image précédente, s'il vous plaît. Allez-y. Là, c'est déjà le concours Cotonou Ville Propre, c'est l'heure des descentes. Donc, en fait, je pense que c'est l'un des les chefs quartiers qui sensibilisent la population. En fait, quand on finit le concours, on finit de balayer, ce n'est pas bon, c'est fini, il faudrait le faire chaque fois. Donc, il les sensibilise à continuer. D'accord. Donc, lorsque vous partez, vous arrivez dans un quartier, vous menez vos actions. Vous faites de la sensibilisation pour qu'il y ait une forme de pérennité de l'action, et évidemment même en votre absence. Et est-ce que vous repartez pour voir si entre-temps les populations, ou du moins vos recommandations ont eu un écho favorable? Oui, déjà par rapport au concours Cotonou Ville Propre, l'un des critères, c'était... D'accord. Puisque vous êtes intéressé par le concours Cotonou Ville Propre, parlons-en. C'est quoi le concours Cotonou Ville Propre? Le concours Cotonou Ville Propre est un concours qui a mis en compétition les 13 arrondissements de Cotonou sur 3 aspects: la salubrité, la libération des espaces publics et la pollution sonore. Donc, le concours s'est déroulé du 24 au 21 septembre. On a eu, avec la collaboration de la SGDS, on a eu 39 sites insalubres à raison de 3 sites insalubres par arrondissement. Donc, durant tout le concours, on a eu à faire 3 descentes. Donc, une des descentes sur chaque site et dans chaque arrondissement. Donc, à chaque descente, on note la population sur les différents critères. Sur différents critères, sur la salubrité, la pollution sonore et la libération des espaces publics. D'accord. Il y a eu combien de quartiers, de zones qui étaient en compétition? Les 13 arrondissements. Mais dans chaque arrondissement, avec la SGDS, il y a eu des sites qui sont vraiment insalubres, ils ont identifié eux-mêmes, qui nous ont fait savoir. Et c'est sur ces sites-là, simultanément, on a fait 3 samedis par quinzaine. Donc sur ces sites, avec la population, les élus locaux, nous sommes descendus avec les différentes équipes pour noter la population sur ces différents aspects-là. Sur le travail effectué. Si le travail a été bien effectué avec la mobilisation de la population, comment le travail est fait, et en même temps les déchets sont enlevés par la LDS quand ils finissent de faire le nettoyage. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le vendredi prochain, ce sera la grande finale, c'est cela? Effectivement, la grande finale, on aura la cérémonie de clôture, de distinction des arrondissements pour récompenser leurs efforts et leur engouement par rapport à ce concours-là. D'accord. Et puis, au-delà de ce concours, ou à travers ce concours, quel est le message qui est derrière? Quel est le message que vous voulez véhiculer? Le message, c'est de faire adopter de bons comportements à toute la population. Je pense que si chaque personne se lève et balaie sa devanture bien, quand je finis d'acheter quelque chose en ville,
ce n'est pas bien de jeter. Il faudrait quand même que j'ai un petit espace dans mon sac ou bien dans ma voiture, je mets les déchets. Lorsque je retrouve une poubelle, je mets les déchets dedans. Donc l'adoption de gestes éco-citoyens. Oui. C'est justement ça le message. Oui, c'est le message. D'accord. Oui, Fructueux. Je pourrais ajouter que l'État, les élus, seuls ne peuvent pas faire de travail. Donc il faut que la population s'implique réellement. Et c'est l'objectif de ce concours-là. Amener la population à adopter des comportements éco-citoyens et à maintenir le cadre de vie propre. D'accord. Vendredi, vous étiez en train de nous expliquer comment est-ce que cela va se passer. Bon, le vendredi, les élus seront là avec les autorités administratives et nous allons récompenser les meilleurs arrondissements. Chacun quand même partira avec des lots. Ils ont quand même mouillé le maillot, ils ont fait beaucoup d'efforts. Nous n'allons pas les laisser seuls comme ça. Donc, ils auront des lots à gagner. Et pour pouvoir les encourager à continuer et à maintenir le cadre de vie propre. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Kadirat? Je voudrais déjà dire merci à chaque chef d'arrondissement parce qu'ils ont vraiment pu mobiliser la population. Je voudrais dire merci à la GDS pour le travail qu'il fait. Je voudrais dire merci à chaque partenaire parce que sans les partenaires, on ne pourrait pas vraiment faire ce concours. D'accord. Des partenaires dont on va taire le nom, mais qui savent quand même qu'ils vous accompagnent dans cette tâche, dans cette œuvre d'assainissement de la ville de Cotonou. Vous étiez coordonnatrice, ou vous êtes coordonnatrice de l'ONG. C'est pas très facile hein, de drainer autant de monde, de diriger tout ça, de coordonner tout ça. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Bon. Déjà, je vais remercier Dieu parce qu'il me donne la grâce, il renouvelle mes forces. Je vais remercier M. Alain Adibale qui m'encourage chaque fois. Et je remercie également mon équipe, M. Fructueux et Yolande. D'accord, c'est toute une équipe qui travaille. Oui. Donc derrière vos deux personnes sur ce plateau, vos deux visages, j'allais dire sur ce plateau, il y a toute une équipe derrière qui travaille, qui bosse d'arrache-pied pour permettre à ce que cette œuvre que vous avez entamée puisse se tenir sur les bons rails. C'est bien cela. Effectivement, nous les remercions tous et nous leur faisons un grand coucou. Et nous nous engageons davantage à faire beaucoup d'efforts pour continuer la mission. Très bien. Merci à vous, Fructueux à bord. Vous êtes donc responsable de la communication de l'ONG Bénin Ville Propre. Merci également, Kadirat Laharlin. Vous êtes la coordonnatrice de la même organisation non gouvernementale. Eh bien, on va retenir une date vendredi prochain du côté du Novotel. Ça va se passer là-bas pour la cérémonie de distinction. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. On espère que cette graine que vous êtes en train de semer, cette graine éco-citoyenne que vous êtes en train de semer aux côtés d'autres organismes, évidemment, qui mènent le même combat que vous, finira par payer. Cette graine, bien sûr, finira par fleurir pour que nous ayons des citoyens éco-responsables. 5 sur 7 matin, à suivre. Yasmine Damata, on parlera santé. Avec elle, on s'intéresse aux calculs rénaux. Nos reins, vous le savez, sont des organes aussi discrets qu'indispensables. Et lorsque les fonctions d'élimination sont perturbées, les conséquences peuvent rendre la vie quotidienne presque impossible, surtout lorsque surviennent des calculs rénaux. Ce sont des cailloux de taille variable produits par les reins. Ils s'y forment à partir de certains composants de l'urine. Comment prévenir ce mal? Pourquoi est-ce important de boire? Quels sont les traitements qui existent et surtout quelles sont les avancées de la science pour y faire face? Yasmine Damata, bonjour. Bonjour Eman Amégan. Comment allez-vous? Ça va toujours, la pleine forme. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé, un plaisir de vous retrouver vraiment. Avec votre très belle chemise fleurie. Oh là là, merci beaucoup. Et surtout, vous avez une belle cravate. Merci Yasmine. Depuis que je vous observais, j'ai dit mais est-ce que je pourrais lui voler ça? Mais malheureusement, je ne pourrais pas porter ça. Je pourrais vous lui... Vous prêtez ça? D'accord. D'accord. On va taire ce chapitre. Vite fait. Allez, Yasmine, on s'intéresse au calcul rénaux. Oui. Les calculs rénaux qui ont pour signe, le premier signe pour reconnaître, c'est déjà la douleur intense et brutale dans le dos. Pour certains, l'échographie, ou surtout l'échographie, permet d'identifier les calculs rénaux et
le Bénin a fait des avancées quand on parle de traitement des calculs rénaux et avec notre urologue sur le plateau, il s'appelle Christian Mounasso. Bonjour à vous. Bonjour. Avec vous, nous allons voir les avancées dans le traitement des calculs rénaux. Mais tout à l'heure, mon collègue a bien dit qu'on peut boire de l'eau, il faut boire beaucoup d'eau. Est-ce que boire suffisamment d'eau serait bien pour traiter, serait une solution pour réellement éradiquer les calculs rénaux? Oui, on peut dire que boire beaucoup d'eau, en moyenne 2 litres d'eau par jour, est une mesure préventive. Donc, c'est une mesure et un comportement qu'on adopte pour prévenir la formation de calculs. Alors, c'est quoi déjà les calculs rénaux? Alors, les calculs, ce sont des concrétions de substances qui sont à l'état normal, dissous dans les urines, et qui se forment à différents niveaux du rein et des voies urinaires. Alors, à quel moment ça devient un danger pour la personne? À quel moment on parle de calculs rénaux et la personne doit avoir peur? Alors, ça devient un danger quand c'est symptomatique, quand le patient commence à ressentir des douleurs ou quand il voit du sang dans les urines. Parce que le calcul, malheureusement, n'est pas forcément très lisse. Donc, dans les voies urinaires, il va entraîner des écorchures des voies urinaires, ce qui va faire saigner. Donc, le patient va remarquer ce qu'on appelle une hématurie, la présence de sang dans les urines. Le patient aura également des douleurs lombaires. D'accord. Les douleurs lombaires, ça revient de plus en plus. Est-ce que c'est seulement au niveau du dos qu'on a cette douleur ou c'est d'autres parties du corps où il y a les douleurs? Alors, dans les pathologies des calculs, des pathologies lithiasiques, on a différents types de douleurs. La douleur classique, qui est la principale douleur, c'est la douleur lombaire. Donc, elle se situe entre les côtes et la hanche. Donc, toute cette zone-là, entre les côtes, dans le dos et la hanche. Donc, c'est la douleur lombaire classique. Je crois que c'est plus précis, hein. Oui. Entre le dos et la hanche. Oui, entre les côtes et la hanche, c'est la région lombaire. Au niveau du bas, disons le bassin, c'est bien ça? C'est là que se trouve la région lombaire? Voilà, la région lombaire se trouve, elle est limitée par la colonne vertébrale d'un côté et de l'autre côté, on a effectivement les côtes avec la cage thoracique en haut et en bas, on a la hanche. D'accord. Alors, quelles sont les personnes? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à avoir des calculs rénaux? Oui, malheureusement, on a une prédisposition génétique. Il y a des familles de maladies lithiasiques, des personnes qui ont des prédispositions naturelles à faire des calculs des lithiases. Et donc, ça se transmet sur un mode autosomique, d'accord? Et généralement, ces familles se connaissent. Oui. Et ils ont un type précis de calcul qu'ils font. Les calculs systéniques. Donc, mais pour prévenir, c'est déjà de boire de l'eau. Déjà, quand on sait qu'on est prédisposé, c'est de boire 2 litres d'eau. Ça pourrait également empêcher ces personnes d'avoir ce mal, c'est bien ça? Oui, il faut boire 2 litres d'eau pour commencer, mais il y a beaucoup d'autres mesures qu'on peut prendre. Par exemple, comme à citer plus tard, c'est juste pour être précis, pour savoir si ces personnes, déjà, en prenant beaucoup d'eau, ça pourrait les rassurer déjà qu'ils ne vont pas développer les calculs rénaux plus tard. Effectivement, en buvant beaucoup d'eau, puisque tous les jours, on fabrique des calculs qu'on élimine dans les urines. En buvant beaucoup d'eau, ces personnes pourraient les éliminer au fur et à mesure qu'elles Alors, les fabriquent. docteur, permettez-moi de vous interrompre. Regardez cette image-là, tout juste en face de vous. C'est des calculs, c'est cela? Ça a été extrait de l'organisme humain? Oui. Sérieusement? Des reins. Ça a été extrait des reins? Oui, ça a été extrait des reins. C'est des calculs. C'est gros comme ça ou c'est parce que c'est la photo? Non. Il y a différentes tailles de calculs. Alors, on a des calculs ça varie, ça peut aller jusqu'à 2 cm et plus. Ah, ça alors, c'est horrible. 2 cm. On dirait des coques de noix de palme, sincèrement. C'est ça. Et ça bouge, et il faut forcément... comment on le traite?
Alors, il y a beaucoup de modalités thérapeutiques pour traiter un calcul. Déjà, le meilleur traitement, c'est la prévention. On va y revenir plus tard. Mais alors, quand le calcul est symptomatique, parce qu'il y a deux situations. La situation où le patient a des douleurs lombaires classiques, il peut avoir de la fièvre, il a de l'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. Il va aux urgences, on lui fait un traitement médical pour calmer la douleur. On fait une imagerie, généralement on fait l'échographie comme vous l'avez cité. Et on peut faire un abdomen sans préparation. Mais l'examen qui permet de bien voir les calculs, la taille, le nombre, la localisation et la densité, c'est-à-dire le caractère dur du calcul, à quel point il est dur, c'est le scanner. D'accord. Il faut faire un scanner abdominopelvien non injecté, donc pour voir le calcul. Ensuite, quand on voit le calcul, en fonction de sa taille, on va décider de faire un traitement, soit médical, qu'on appelle le traitement médical expulsif. D'accord. Ce traitement médical expulsif, c'est pour des calculs de moins de 1 cm ou au plus 1 cm. Et quand c'est à 2 cm? Quand c'est à 2 cm, il faut un traitement chirurgical. D'accord. On ouvre ou c'est au laser? Alors, c'est les nouveaux traitements qui sont disponibles au Bénin maintenant, c'est les traitements essentiellement endoscopiques. C'est-à-dire c'est des traitements qui empruntent les voies urinaires. Donc, on n'a pas forcément besoin... Concrètement, comment est-ce que ça se passe? On introduit un tuyau voilà, à travers l'urètre. On introduit du matériel médical au bout duquel il y a une caméra dans les voies urinaires par voie rétrograde. Donc, on peut passer par le pénis dans l'urètre et remonter. Ça doit être totalement désagréable, ça. On le fait, il se fait sous anesthésie. Ce traitement se fait sous anesthésie. Il peut être conscient, ça dépend des niveaux. Si c'est dans l'urétère, il peut être conscient, ça dépend de l'étage. Si c'est pelvien, plus bas, il peut être conscient et voir tout ce qui se fait. Mais quand c'est plus haut, on fait ce qu'on appelle une anesthésie générale. Donc, on endort le patient pour éviter tout mouvement. Et là, on remonte juste dans le rein pour avoir accès au calcul. Et il y a du matériel pour casser le calcul et pour l'extraire quand il est trop, quand il est plus gros. C'est comme ce qu'on a là dans les images, on le casse, c'est dans le rein qu'on le casse déjà, c'est ça? Oui, on peut le casser suivant sa localisation. S'il est dans le rein, on le casse dans le rein. S'il est dans l'urétère, on le casse dans l'urétère. Bon, c'est pas un caillou, mais on le casse comment en fait? C'est des produits qu'on injecte pour que ça se casse ou c'est des coups de manteau à l'intérieur? Alors, on a plusieurs sources de fragmentation des calculs. Ce qu'on utilise plus fréquemment au Bénin ici, c'est les lithoclastes. Les lithoclastes, c'est des sources de fragmentation de calculs qui utilisent l'air. Donc, c'est pneumatique. Donc, on a un fil de fer et puis on a un générateur qui produit à une certaine pression de lait et qui envoie le fil et qui, par cet effet, permet de le propulser pour casser le calcul. Mais les calculs rénaux, est-ce que c'est seulement la maladie des hommes ou les femmes également peuvent le faire? Les calculs rénaux, c'est la maladie des hommes et des femmes, parce que vous l'avez bien compris sur cette figure que je vois là, l'appareil urinaire est présent aussi bien chez l'homme que chez la femme. Les reins, l'urétère et la vessie. Alors, vous permettez, Yasmine, comment est-ce que les calculs arrivent à se former? Comment est-ce que du liquide peut devenir du solide alors qu'il n'y a pas de réfrigération, c'est pas du... Voilà. Alors, les processus sont très complexes dans la formation de calcul qu'on appelle la lithogenèse. Pour l'expliquer de façon simple, alors à l'état normal, il y a des substances parce que le rein filtre le sang de tout le corps et le débarrasse de ses déchets. Et donc ces déchets sont présents dans les urines. Quand il y a un excès de déchets présents dans les urines ou au contraire une diminution des apports hydriques pour diluer
ces déchets, alors ces déchets vont former des réactions chimiques. Des réactions chimiques. On a par exemple l'oxalate, qui est un produit métabolique qui n'est pas soluble dans les urines, donc qui a tendance à rester concentré, donc qui va se précipiter et former des réactions chimiques avec d'autres déchets. Et c'est par ces réactions chimiques qu'on va aboutir finalement à la formation de concrétions, c'est-à-dire de véritables pierres dans les voies urinaires. Mais est-ce qu'il y a quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut causer ces déchets dans l'organisme au point où ça grandit au point d'aller vers les reins? Justement, on en parlait tout à l'heure. Les causes sont multifactorielles. Surtout au Bénin, on a l'occidentalisation de notre culture à travers l'alimentation. D'accord. Le fait de ne pas boire beaucoup d'eau également peut favoriser la formation de calcul. Il paraît aussi que la forte consommation, il paraîtrait, je veux dire, que la forte consommation de produits laitiers peut aussi engendrer cela. C'est réel? C'est réel, parce que la première, en fait, les calculs, il y a différents types de calculs. Les calculs, à 80% des calculs sont des calculs oxalocalciques, donc qui sont formés à base de calcium. Et vous savez que dans tout ce qui est produit laitier, il y a du calcium. Est-ce que ça dit qu'il faut consommer moins de calcium? Non, ça ne veut pas dire qu'il faut consommer moins de calcium, mais plutôt qu'il faut réguler sa consommation de calcium. Les apports chez un adolescent sont environ de 1 gramme de calcium par jour. Et chez une personne plus âgée, une femme enceinte, c'est de 1200 mg. Donc 1 gramme 25 de calcium par jour. Quand on dépasse ces niveaux, on peut s'exposer à la formation de calculs dans ces voies urinaires. Alors, dites-nous, comment prévenir réellement, à pas boire de l'eau, beaucoup d'eau. Vous l'avez déjà dit, 2 litres d'eau pour éliminer les déchets dans l'organisme. Mais quelles sont les autres prédispositions pour éviter d'avoir un calcul rénal? Pour éviter d'avoir un calcul rénal, il faut effectivement examiner minutieusement ses habitudes alimentaires. D'accord. On l'a dit peut-être tout à l'heure, tout ce qui est à base de chocolat, à base de produits laitiers, à base de pâtisserie, est source de formation de calcul. Donc évitons de manger du chocolat? Évitons d'en manger un peu trop. Ou quand on en mange, il faut boire beaucoup d'eau? Il faut boire beaucoup d'eau, mais évitons d'en manger. Évitons déjà d'en manger. D'en manger beaucoup. D'en manger beaucoup. On peut en manger de temps en temps, mais pas en manger beaucoup. Il y a également certains aliments qui sont très riches en calcium. Lesquels? Par exemple, il y a la viande rouge, donc les abats également, qui sont des viandes que quand on mange beaucoup, on peut s'exposer à la formation de ce type de calcul. Ok, merci beaucoup, docteur Emon. Le temps est fini, c'est bien cela? C'est bien cela, malheureusement. Le temps imparti pour cette chronique est arrivé à terme. Donc on va retenir. J'ai même offert gracieusement quelques minutes de temps additionnel. Merci beaucoup. En tant qu'arbitre de cette rencontre. Mais on dira à nos téléspectateurs de boire beaucoup d'eau. Retenez cela, buvez beaucoup d'eau. Mangez moins de chocolat. L'excès en eau peut tuer aussi, non? En Afrique, c'est pas si sûr. C'est avec la chaleur, la vague de chaleur qu'on traverse. Et on arrive à éliminer toujours pas l'urine. D'accord, donc buvez. À foison. D'accord, très bien. Yasmine, merci. Merci Emon. Vous passez une excellente journée du mardi et on se retrouve mardi prochain. Mais je reste de l'autre côté pour suivre votre débat tout à l'heure. Absolument. Mais avant, on vous retrouve tout à l'heure à midi, c'est bien cela, pour le rendez-vous de midi. J'espère qu'il y aura... En tout cas, on verra bien. Nos invités seront là pour divertir. D'accord, très bien. Allez, à tout de suite. 5 sur 7 matin, à suivre le forum de discussion, le débat matinal. Mais avant, nous allons prendre une pause, le temps d'installer mes invités. Nous allons parler de la fabrication de produits cosmétiques. C'est le débat du jour avec des invités, vous allez le voir, triés sur le volet. À tout de suite, c'est dans un peu plus de 3 minutes.
Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Avec la TNT Bénin, pas d'abonnement mensuel pour les chaînes du multiplex de base. En plus des chaînes télé et radio locales disponibles, retrouvez les chaînes internationales sur le bouquet TNT, dont TV5 Monde Afrique, TV5 et TV5 Monde Style. Procurez-vous votre kit TNT dans l'une des 117 mairies du pays ou contactez le 105 pour connaître le distributeur le plus proche. La TNT, c'est maintenant. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on ne cesse à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin.
5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Longtemps confidentiel, eh bien, le marché des cosmétiques en Afrique est devenu un secteur concurrentiel depuis quelques années avec l'émergence de la classe moyenne et la forte démographie. Eh bien, le continent fait de l'œil aux leaders du marché mondial. Mais à côté des grosses marques, un autre marché souterrain est fortement animé aujourd'hui par des particuliers qui commercialisent des produits fabriqués par leurs soins. Les nouveaux chimistes ainsi qu'ils sont désignés conçoivent tout dans leur laboratoire, lait corporel, savon, gel de douche. La pratique connaît un réel succès grâce aux publicités sur les réseaux sociaux qui promettent beauté et teint lumineux, teint glowy comme ils le disent eux-mêmes dans leur jargon. Certains vont même jusqu'à se spécialiser dans les produits décapants et c'est là toute la grosse inquiétude car si le business prospère, il y a sans doute un drame sanitaire qui se prépare et c'est ce que nous allons voir évidemment dans ce forum de discussion avec autour de la table Alpha-Reine Gomez. Elle est cosméticienne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous représentez votre marque, votre propre marque. En tout cas, on vous connaît sur les réseaux sociaux grâce à Queen Alpha Cosmétiques. Merci de répondre à cette invitation. En face de vous, Dr Franck Guédormont, médecin dermatologue. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Ça fait un moment que vous êtes passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être là. Et entre-temps, entre deux, le look capillaire aussi a changé. Je vous en prie. N'est-ce pas? Oui. Très beau, hein? Merci. Avec vos locks. De l'autre côté, Patricia Roali-Atigbe, elle est esthéticienne, directrice de l'Institut Patesté. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Erwan. Comment allez-vous? Très bien, merci. Plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. De dire aussi aux téléspectateurs que si nous sommes plus ou moins, nous avons une soupçon de beauté à l'antenne, c'est grâce à vos soins, à vos bons soins. Vous nous retouchez, ou du moins, vos collaboratrices nous retouchent avant qu'on ne monte en plateau et on reçoit de bons retours. Le travail il est très bien fait, de ce qu'on nous dit. Merci pour tout. Alors, Alpha-Reine Gomez, ou vous préférez Queen Alpha? Peu importe. Peu importe. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans la commercialisation et la fabrication aussi peut-être? Oui. La fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques. Ça fait combien de temps? Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Et comment est-ce que vous êtes entré dans ce secteur? En fait, je suis rentrée dans la cosmétique d'abord parce que c'était une passion. J'ai fait d'une passion une profession. D'accord. Voilà. Et avant d'intégrer ce monde-là, où est-ce que vous êtes formé? Comment est-ce que la formation s'est déroulée? La formation n'a pas été facile. Je l'ai fait un peu partout. Mais plus précisément, je l'ai fait au Sénégal. D'accord. Oui, avant de commencer. Et après, je suis allée approfondir au fil du temps à Abidjan. D'accord. Et c'est dans une école, dans un établissement ou dans un centre, dans un institut? Quelle est la nature de cette... C'est dans un institut. Dans un institut. Oui. D'accord. Et depuis lors, vous fabriquez vos produits vous-même? Oui. Que vous commercialisez? Exactement. Et quels sont ces types de produits que vous fabriquez? Nous fabriquons des produits cosmétiques, c'est-à-dire des savons corporels, des gommages corporels, des laits corporels, des savons de visage, enfin toute une gamme cosmétique. D'accord. Et comment est-ce que vous fabriquez? Pas le secret de fabrication, mais quels sont les critères qui entrent en ligne de compte pour fabriquer ces produits-là? Les critères, d'abord, il faut d'abord avoir une matière première. Sinon, des matières premières d'abord. Il faut avoir un grand stock important de matières premières. Et nous essayons de les conserver dans des conditions de température stable. Nous les gardons à l'abri de la lumière et c'est après ça, de la matière première, nous faisons les mélanges à base d'huile essentielle et des produits purement bio. Vous avez un laboratoire? Non, nous n'avons pas un laboratoire proprement dit. Je ne peux pas dire que c'est un laboratoire proprement dit, mais nous avons une usine de fabrication. Et comment se passent les dosages si vous n'avez pas de laboratoire? Comment est-ce que vous arrivez à savoir le dosage idéal pour ne pas surdoser X ou Y produits? Nous avons des machines. D'accord. Nous avons des machines qui nous servent de doseurs. D'accord. Afin de savoir combien de doses pour chaque produit. Vous recevez beaucoup de clients? Beaucoup de personnes vous contactent? Je suis à l'international. Ah oui, d'accord. Et vous avez déjà changé ou shiné, comme vous le dites si bien dans votre vocabulaire. Je vais essayer d'emprunter votre vocabulaire pour lequel je ne suis pas très familier. Mais vous essayez de shiner, sublimer les beautés. Vous en avez déjà plusieurs dans votre escarcelle. Énormément. Énormément. Personne ne s'est jamais plaint de vos produits? Non, jusque-là, je n'en ai pas reçu.
Mais il faut savoir que pour tout produit, pour tout produit, l'uniformité n'est pas au rendez-vous. Mais jusque-là, je n'ai pas encore eu de résultats négatifs ou de retours négatifs, je vais dire plutôt. D'accord. De retours négatifs, pardon. Lorsqu'on regarde un peu, pas forcément vous, mais tout ce qui se vend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur la toile, on se rend compte qu'il y a un peu de tout, des savons de couleur jaune, on dit teint métissé, des savons de couleur orange, teint je sais pas quoi trop, ou de couleur machin, il y a un peu de tout. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? Quand moi je vois un savon jaune, j'ai peur. Sincèrement, j'avoue. Vous savez, savon jaune, chacun dans son jargon a une façon d'appeler sa fabrication ou son produit fini. Mais bon, je ne vais pas gâter le business de quelqu'un, mais oui, vous savez, même dans les pharmacies, il y a tout type de couleur de savon. Donc, savon jaune ou savon ceci ou savon cela, ça dépend de comment la personne l'a fabriqué. Ça dépend également des règles que la personne a suivies pour fabriquer ce savon. Et on remarque que ce qui a plus de succès sur les réseaux sociaux, c'est le nombre important de personnes qui veulent s'éclaircir, qui veulent avoir un teint beaucoup plus éclatant. Les personnes de carnation noire ne sont pas fondamentalement très portées vers ces produits. Un contact juste et réel. J'ai pas bien saisi la question. Est-ce que vous recevez beaucoup de clientèle pour des gens qui ont une carnation noire et qui veulent garder leur teint? Oui. D'abord, au prime abord, Queen Alpha Cosmétique est au service de la peau noire et de la peau métissée. D'accord. Donc, nous avons une pile de clientèle. Il y a des personnes qui sont de peau noire et qui ne veulent du tout pas éclaircir, mais qui ont des imperfections particulières et qui leurs teints ne sont pas uniformes. Donc, du coup, ces personnes veulent juste corriger leurs imperfections et faire ressortir l'éclat de leur teint. D'accord. Alors, c'était important de faire cette clarification pour en savoir un peu plus sur ce que vous faites, qui vous êtes et qu'est-ce que vous proposez. Patricia, vous qui êtes esthéticienne, est-ce que dans votre formation aussi, on vous propose, ou du moins, vous êtes formée à la fabrication de produits cosmétiques, étant donné que vous êtes amené à travailler sur la peau? Non, on n'est pas formé à la fabrication des produits cosmétiques. En esthétique, on fait l'esthétique et la cosmétique. Je suis esthéticienne, cosméticienne, donc je conseille les produits cosmétiques, mais je n'en fabrique pas. D'accord. Pour vous qui êtes conseillère de produits cosmétiques, vous enverrez les gens vers des produits pas pour gâter son business, pas du tout, loin de moi cette idée, mais vers des produits fabriqués localement par des ingénieurs locaux? C'est une question difficile. C'est une question très difficile. C'est une folle. Non, moi je connais les ingrédients. D'accord. Je peux dire, bon voilà, pour ton type de peau, il te faut utiliser telle marque parce que je connais déjà les ingrédients qui sont utilisés dans cette marque-là. Alors tu peux utiliser ça parce que j'ai l'expérience sur ce produit, ça va parfaire ton teint, ça va enlever tes imperfections. Peut-être c'est un traitement d'acné ou un traitement de peau à brillance, de pores dilatés et tout ça. Mais moi je vais vraiment dans le traitement de la peau. D'accord. Pas pour... Bravo. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre institut des personnes qui sont venues parce qu'elles ont utilisé tel ou tel autre produit d'origine douteuse et qui a eu des conséquences sur leur peau? Oui, beaucoup, beaucoup. Et quand c'est comme ça, je renvoie vers le dermatologue. D'accord. Parce que ma déontologie m'oblige quand même à envoyer mes clientes vers les personnes spécialisées. Donc, quand je constate que c'est, par exemple, les ochronoses, moi, je ne peux pas traiter ça. Donc, j'envoie vers un dermatologue qui s'en charge. J'ai un bon contact là, qui est en face de moi, et je lui envoie pas mal de mes clients. D'accord. Puisque le transfert se faisait déjà avant même que vous ne vous retrouviez sur ce plateau, autant dire aux téléspectateurs que vous ne savez pas que Patricia devait être là, Patricia non plus ne savait pas que vous devriez être là. Vous vous êtes rencontrés fortuitement, alors que, d'ordinaire, vous collaborez très bien. Et justement, parlez-nous de ces cas que vous recevez. Quelle est la nature des affections que ces patients-là traînent quand ils, ou si c'est la plupart du temps des femmes, quand elles viennent vous voir? Merci. Je pense que avant de pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le cosmétique. C'est toute substance ou mélange destiné à être mise en contact des parties superficielles de la peau. Donc on parle d'épiderme, on parle de système pileux
et qui peut être également mise en contact des dents, des régions buccales en général, et qui permettent du bien-être. Donc, nulle part on parle de médicaments, nulle part on va plus loin que l'épiderme. Donc, on est totalement superficiel. Le souci, c'est que nous sommes en Afrique et il y a de gros problèmes en fait de formation et de formation requise par rapport à tout ce qui peut être cosmétique. Et même si nous avons dans notre nature beaucoup d'ingrédients qu'on peut exploiter, on a peu de personnes aujourd'hui qui suivent le système de la production cosmétique correcte et de qualité. Et nous, en tant que dermatos, nous retrouvons devant des problèmes. Et ça, c'est des problèmes que l'on retrouve de façon quotidienne. Quel est le gros souci? C'est qu'on a, si on avait juste des substances naturelles, ça passerait. Mais lorsqu'on a besoin de conserver une substance naturelle pour la rendre en cosmétique et qu'on produit, on peut y mettre des dérivés de tout type. Vous pouvez avoir des corticoïdes, vous pouvez avoir des sels d'aluminium, vous pouvez avoir du mercure, vous pouvez avoir beaucoup de choses qui ne sont pas du tout du domaine de la cosmétique. Et donc, en ce moment-là, cela pose le problème de la production locale qui, normalement, doit pouvoir être une production qui doit pouvoir nous satisfaire. Alors, quels sont les standards à l'international pour les produits cosmétiques? Avant qu'on ne mette sur le marché un produit cosmétique, quel est le circuit que cela suit? Justement, il y a une certaine nomenclature qui concerne les ingrédients qui doivent être utilisés dans un produit cosmétique. Et quand on veut parler de cosmétique, on doit commencer par parler de formulation cosmétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai produit? Ce que je produis, il contient quoi en termes d'huile essentielle, en termes de choses-là. Et tout ça, ça se fait au grammage. Et donc, quand on a la formulation cosmétique, ça c'est une chose. Après, quand vous lancez la production, il y a les conditions dans lesquelles cette production-là est faite. Et après les conditions dans lesquelles il y a des tests cutanés qui sont menés, s'il y a des ingrédients particuliers dedans pour voir est-ce que ces produits sont tolérables par la peau. Et donc, après cette tolérance, après il y a le dernier secteur qui reste en fait la stabilité du produit. D'accord. Je donne un exemple simple. Je vais dans une kiosque, j'achète un savon, je le prends au hasard, je me lave avec. Et je remarque que ce savon a une excellente texture, une excellente des huiles essentielles correctes. Je regarde correctement, je ne vois pas forcément des ingrédients. Je sens peut-être de l'huile essentielle de laurier et je vais retourner un mois après rechercher ce savon et je n'ai plus cette même sensation-là. Ça veut dire que notre produit n'est pas stable. Donc, dans la production cosmétique, après tout ce que je viens de citer, il y a quelque part un besoin de pouvoir accompagner nos industries locales pour pouvoir rentrer dans les nomenclatures correctes et pouvoir également aussi être efficient parce que quand on a des grandes firmes cosmétiques qui arrivent, c'est très difficile pour des industries locales de tenir. Bon, si je fais des crèmes que je vends dans mon quartier et que je ne maîtrise ni la formulation de ce que je fais, cela peut être un danger pour les populations. D'accord. Alors, Alpha-Reine, lorsque vous fabriquez vos produits, est-ce que vous mettez les références, évidemment, est-ce qu'il y a une notice? Oui, il y a une notice, il y a un mot d'emploi. Seulement qu'il y a la concurrence est rude. Il faudrait qu'on note que la concurrence est rude. Du coup, ça fait banalement 6 mois que sinon 1 an que j'ai décidé de ne plus mettre les ingrédients. Pourquoi? Parce que d'autres qui se prennent comme concurrentes se font passer pour des clientes et quand elles achètent, c'est pour lire en fait les ingrédients, avec quel produit en fait on a eu à faire la fabrication. Du coup, pour ne pas dire plus. Pour conserver le secret de fabrication. Nous conservons le secret de fabrication. Sinon, oui, on met toujours. Il y a un mot d'emploi sur chaque produit. D'accord. Et les produits que vous fabriquez, les ingrédients qui entrent dans la fabrication, est-ce que vous connaissez, les produits chimiques que vous manipulez, est-ce que vous les maîtrisez? Oui, très bien.
Je les maîtrise très bien. Entièrement, totalement. Totalement. D'accord. Personne, il ne vous est pas déjà arrivé de recevoir, d'accueillir un client qui a fait des achats chez vous et qui s'est plaint finalement du fait qu'il a peut-être eu des allergies à telle ou telle autre substance qui serait dans le produit? Oui, il m'est arrivé une fois, c'était à mes débuts. C'était à mes débuts, juste après ma première formation. La cliente a eu une allergie. Et je lui ai dit, d'abord, je demande à mes clientes, vous êtes allergique à quoi? Et quand on me dit... On fait la liste. On me fait la liste et je dis, OK. Après, cette dernière qui a eu cette allergie, je lui ai dit, mais tu n'as pas notifié que tu étais allergique à temps. Donc, du coup, c'est après ça, je lui ai demandé de stopper l'utilisation et on lui a envoyé un autre produit et elle a trouvé satisfaction. D'accord. Voilà. Patricia, pour conseiller un produit à un client, d'accord, sur quels critères est-ce que vous vous basez? Alors, je dois déjà connaître le type de peau de ma cliente, connaître le problème auquel je fais face et comment le résoudre. D'accord. Donc, si je connais les ingrédients, je connais le type de peau, je sais déjà que ce type de peau-là peut supporter tel produit, parce que j'en ai l'expérience. J'ai peut-être une gamme donnée que j'ai l'habitude d'utiliser ou de conseiller. Et j'ai déjà essayé sur plusieurs peaux et ça a marché. Alors, je lui conseille à utiliser sur un certain nombre de temps et voilà, ça marche. D'accord. Aujourd'hui, on sait que ces produits connaissent du succès, certainement quelque part ou fatalement, à cause de leur coût plus ou moins modéré par rapport à des produits de marques connues à l'international qui, on va dire, proposent les mêmes services. Comment concilier le désir de beauté, d'accord, avec la sécurité sanitaire et évidemment avec ça tire l'argent dont on dispose? Je pense, moi je suis esthéticienne et être esthéticienne, c'est l'amour du prochain, c'est le bien-être d'autrui. Donc, si vous savez que le produit est néfaste, ce n'est pas la peine de le conseiller pour de l'argent. Oui. Je préfère conseiller un produit qui ira lentement, mais sûrement, que de conseiller un produit moins cher, qui ira rapidement et qui va détruire la peau de la personne. D'accord. Alpha-Reine, on remarque que chez vos concurrentes ou chez on va dire vos collègues, vos consoeurs, qu'il ou qu'elle propose des produits qui, au bout de quelques jours seulement, commencent déjà par opérer. Au bout d'une semaine, on voit une personne de carnation noire commence à se transformer rapidement. Vous proposez aussi ce genre de produit? Non, parce que non. D'abord, nos produits ne décapent pas la peau. Aucun de nos produits ne décape la peau. D'accord. Et nous respectons le pH. C'est vrai, moi j'ai toujours dit à ma clientèle, si vous êtes pressé, allez ailleurs. Ça c'est ma phrase phare en fait. Si vous êtes pressé, allez ailleurs. C'est vrai, c'est mieux que le produit marche de façon graduelle, plutôt que ce soit rapide et après au finish on dit j'ai encore eu d'autres imperfections. Non, c'est de façon graduelle. D'accord. Docteur, en cosmétique, tout ce qui est rapide, il faut s'en méfier? Je pense que on parle beaucoup de peau. Vous avez déjà répété ce mot peut-être 7 fois. Et la peau, c'est pas juste un tissu de revêtement, c'est tout un organe. Et il faut un peu plus le prendre au sérieux. Il y a un proverbe qui dit que ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre assiette, vous ne pouvez pas mettre sur votre peau. Donc, il y a un besoin pour nous, en fait, qui sommes devant ces complications qui arrivent souvent en consultation, de pouvoir informer et de pouvoir faire une discrimination positive vis-à-vis des produits cosmétiques, parce qu'il y a des cosméticiens locaux qui produisent des produits qui sont stables. Et au Bénin, je pense que depuis au moins 4-5 ans, je pense que dans les pharmacies au Bénin, je ne parle pas des parapharmacies, je parle des pharmacies au Bénin, il y a, je crois, des unités au sein de la direction des pharmacies et du médicament qui sont constituées de dermatos, d'immunologues, de pharmaciens galenistes et de formulateurs qui étudient en fait des dossiers
de promoteurs de cosmétiques locaux et qui peuvent accepter en fonction donc alors de la stabilité, en fonction de plusieurs paramètres, la présence de produits locaux, de nos producteurs locaux dans les pharmacies. Maintenant, il y a un deuxième souci, c'est comment faire en fait pour que nos jeunes sœurs, parce qu'on ne va pas simplement dire aux jeunes sœurs, on ne va pas les harceler à écouter, au fait, ce que vous faites, ce n'est pas de qualité. Mais ici, la volonté, c'est de pouvoir accompagner toutes ces personnes-là à travers des industries cosmétiques qui connaissent des nomenclatures, qui peuvent les aider donc alors à devenir plus performantes sur le marché, non seulement local, parce que si elles arrivent à passer donc alors le cap des pharmacies au Bénin, je pense que déjà on peut aller plus loin avec elles et non les stigmatiser ou choses là, parce que bon, c'est des industries qui naissent parce qu'il faut avoir quand même vivre de sa passion et tout ça. D'accord. Mais il faut quand même pouvoir assurer la sécurité de ceux qui utilisent ces produits. D'accord. Alpha-Ren, il y a de vos collègues, je ne sais pas si vous le proposez également, qui proposent même des injections qui vont jusqu'à utiliser des comprimés comme du collagène par exemple, qui proposent du collagène en plus des injections. Est-ce que vous offrez aussi cette gamme-là? Il y a cette palette-là aussi que vous proposez? D'abord, je n'ai jamais fait d'injection dans ma vie. D'accord. Ce qui fait que je ne sais pas comment conseiller à ma clientèle de se faire injecter. Donc, je n'en propose pas. D'accord. Pour ceux qui commercialisent, ou ceux et celles qui commercialisent des produits décapants, le général souci qu'ils rencontrent, que les consommateurs rencontrent, ce sont ce que vous appelez dans votre jargon les quintos, c'est-à-dire les zones de résistance, notamment les phalanges, le genou, la cheville. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens proposent des produits qui vont évidemment détruire ces zones de résistance, ces zones qui montrent une certaine rébellion à l'utilisation des produits. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci, ces personnes qui proposent ce genre de produits? Les personnes qui proposent des produits qui vont dans ce sens. Honnêtement, je ne saurais quoi dire parce que d'abord, tout produit normalement qui fonctionne et qui respecte la peau ne doit ni apporter des vergetures, des phalanges, les quintos et autres. Du coup, moi, d'abord, la plupart des clientes qui viennent vers moi sont... Ce que je reçois comme message, je ne peux pas tout dire ici, ce sont des clients qui, par le passé, ont été déçus, ont déjà tout essayé et viennent vers moi pour dire « Tata Queen, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça ». Donc, je leur demande d'abord, est-ce que vous êtes prête à vraiment corriger vos imperfections et à avoir un teint uniforme? Quand elles disent oui, j'entame le processus. Et cet traitement, je tiens à le notifier. Je demande d'abord le type de peau que la cliente a. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer autant, pour que des gens viennent vous voir, plutôt que de se porter peut-être vers des dermatologues qui sont plus spécialisés, qui ont fait des études approfondies dans ce sens, qui sont vraiment des médecins de la peau, qui peuvent conseiller comme cela se doit. Comment est-ce que vous arrivez à les mettre à l'aise? J'arrive à les mettre à l'aise d'abord, côté accueil, je suis d'abord accueillante, primo, et après, quand je leur conseille le produit, peu importe le produit que je leur conseille, je leur parle du produit, je leur explique ce que le produit fera à leur peau, et comment le produit pourra corriger les imperfections qu'elles ont. D'accord. Aujourd'hui, l'État, à travers le ministère du Commerce, a entamé une répression pour fermer les boutiques qui proposent des produits cosmétiques douteux. Que pensez-vous de cette réaction du gouvernement ou des pouvoirs publics? Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise décision de la part du gouvernement. C'est parce que, en fait, à cause, je m'excuse, mais à cause de nos sœurs, nos jeunes sœurs, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, essayent de fabriquer tout et n'importe quoi et mettre sur le marché. Du coup, les personnes qui ont suivi les formations n'arrivent plus à en fait jouir de leur formation. Donc je ne vais pas dire que je suis pour ni que je suis contre, mais c'est une bonne décision quand même.
D'accord. Patricia, au regard de tout ce qui se vend aujourd'hui, et sincèrement, Dieu sait qu'il y a de tout qui se vend aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train là de créer pour l'avenir un problème de santé publique? Oui, je pense qu'on est en train de créer un problème de santé publique. Pourquoi? Parce que la cosmétique, on n'a pas besoin d'ordonnance pour aller vers. C'est pas comme les médicaments, tu as ton argent, tu as utilisé telle gamme, ça marche pas, tu vas vers l'autre. Donc on change comme on veut, et sans instruction, sans ordonnance et tout. Donc c'est un danger. Parce que des fois, vous conseillez des produits aux clients, ils se disent que non, c'est trop lent, ça ne me donne pas de l'éclat, ça me noircit et tout. Et hop, elle va et on lui propose quelque chose d'autre. En une semaine, tu as ce résultat, elle prend. Mais tu la vois une semaine après, tu dis, mais madame, vous avez changé votre produit. Elle vous dit, oui, est-ce que vous aimez ce que... Bon, j'ai déjà eu une cliente comme ça. Je lui ai conseillé quelque chose qui allait vraiment bien, mais c'était lent et elle n'a pas le temps. Elle est venue une semaine après, je lui ai dit, ah, mais est-ce que les gens ont constaté que votre teint commence à changer? Elle dit, oui, ça va, moi-même j'aime bien et tout ça là. Mais après 1 mois, 3 mois, je la vois, je dis, madame, vous avez changé les produits? Elle dit, oui. Et est-ce que vous aimez ce que vous avez là? Elle dit, non, non. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc, je veux dire que c'est vraiment un problème de santé publique. Vous avez parlé tout à l'heure du collagène. Le collagène, c'est pas mauvais. Mais quel collagène il faut pour quel type de peau? Il y a des collagènes éclaircissants ou bien parfois, puisqu'on sait que le collagène est bien pour la peau, on met collagène parce que tout le monde y va vers. Le collagène, c'est une protéine naturelle que le corps fabrique. Mais à un certain moment, à partir de 25 ans, on n'en fabrique plus. Donc, on a besoin d'un apport extérieur, un complément alimentaire. Donc, le collagène n'éclaircit pas. Mais ça entre la plupart du temps dans les gammes que proposent les nouveaux chimistes. C'est pour affermir et donner de l'élasticité à la peau. C'est pas normalement pour éclaircir. D'accord. Docteur Yelomon, le collagène, qu'est-ce que vous en dites, vous conseillez? Le collagène, en général, c'est quelque chose qui est produit dans le derme. Et qui permet en général cette élasticité de la peau, comme Madame vient de dire. Et on peut le prendre par voie orale. Il peut être également associé à des traitements par voie injectable. Pour ceux qui ne le prennent par voie orale, il n'y a pas de problème. Mais quand vous regardez le coût du collagène, à peu près, vous avez des boîtes de 30, de 60 à peut-être au minimum 22, 23 000. Et si vous prenez du collagène par voie orale, la quantité qui est vraiment utilisée, qui passe dans le tissu, c'est vraiment infime. Donc il faudra franchement attendre peut-être 6-8 mois pour commencer à avoir du collagène oral qui commence à avoir du succès. Et donc c'est très difficile aussi dans des pays, je ne sais pas si on dit en voie de développement, ou bien des pays en voie de développement où on a des gros problèmes socio-économiques, de voir des patients tenir sur 6 mois, 8 mois avec des boîtes qui coûtent aussi cher. D'accord. Donc c'est possible, ça peut améliorer les choses, ça demande de la durée, ça demande du temps et on n'est pas contre. Très bien. Alors pour finir, malheureusement le temps imparti pour ce forum de discussion est déjà terminé. Pour finir, comment est-ce que les consommateurs peuvent-ils faire la différence entre un produit artisanal de qualité et un produit dangereux? Non, je pense que déjà au niveau du ministère de la Santé, au niveau du département de la direction des pharmacies du médicament, les équipes qui se battent pour faire entrer des promoteurs locaux qui font des choses qui sont stables et qui sont efficients au sein des pharmacies. Donc ça, il y a déjà cette mesure-là qui rassure le consommateur qui rentre en pharmacie. Voilà. Maintenant, pour le reste, il faut vraiment encourager les gens à aller sur des méthodes qui soient scientifiques, à avoir leur formulation bien claire, bien définie, à avoir donc alors tout un dossier correct pour pouvoir ensuite avoir des produits qui soient stables et qui soient éthiques. Très bien. Merci beaucoup, docteur Franck Yelomon. Vous êtes médecin dermatologue. Alpha Reine Gomez, Queen Alpha Cosmétique. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin, partager avec nous votre expérience dans la fabrication des produits cosmétiques. Merci également à vous, Patricia Royer-Tigbe. Vous êtes esthéticienne, directrice de l'Institut Patesté. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin faire le débat avec nous. À suivre dans les prochaines secondes, docteur Basile Agodjogwe, on s'écarte de tout ce qui est cosmétique, de tout ce qui est peau pour parler sport. Évidemment, on parle de ce nouveau projet Synergie éducative porté par le ministère des Sports. Juste derrière, ce sera Marcel Arrossi qui viendra donner ou mettre le dernier coup de clé dans la porte.
avec la revue de presse. A tout de suite, Dr Basile Agbodjogbe. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. « 5 sur 7 matin, rendez-vous à présent avec Dr Basile Agbodjogbe, conseiller technique du ministre des Sports. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais bien. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour parler de fond en comble de ce nouveau projet porté par le ministère des Sports, le projet Synergie éducative qui concerne les apprenants, les écoliers. Fondamentalement, de quoi cela retourne, Dr Agbodjogbe? Merci, merci Eman. D'abord, je tiens à préciser que le projet Synergie éducative, c'est un projet du gouvernement. Implémenté conjointement par le ministère des Sports et le ministère des Enseignements maternels et primaires. À quoi consiste en réalité ce projet? Ce projet consiste à soumettre les écoliers à des jeux de motricité et sportifs en fonction du niveau de développement, de leur niveau de développement ontologique. Quel est l'impact fondamental? C'est un projet novateur fondé sur le développement cognitif, social et psychomoteur des enfants, lequel développement va impacter, va introduire du moins un paradigme qui va impacter la politique éducative sur toute l'étendue du territoire. D'accord. La déclinaison, c'est sous forme d'effets. Qu'est-ce qu'on peut escompter en termes d'effets? Il y a 3 effets. Le premier effet, c'est que le développement psychomoteur, cognitif et social de nos enfants est amélioré par la conception et l'implémentation d'un ensemble de programmes basés sur la pratique des jeux de motricité et sportifs. D'accord. Deuxième effet, c'est qu'on est obligé à construire des infrastructures. Et les pratiques de ces jeux et sports sur les infrastructures va permettre la révélation précoce des talents, lesquels talents seront orientés vers des centres. D'accord. Et le dernier effet, tous les acteurs impliqués dans ce projet se doivent de collaborer pour résoudre des problèmes liés à ce projet. D'accord. On se rend compte que les enfants ont l'impression de s'amuser. On voit les différentes... sur ces images-là, on voit par exemple des enfants qui sont en train de sautiller dans des sacs, qui sont en train de pratiquer des jeux. On va le dire ainsi. C'est comme ça ils le perçoivent vraiment, ces enfants-là. Non. Vous savez, en matière de développement psychomoteur ou en matière de pratique sportive, au niveau de ces écoliers, pour eux, ils s'amusent. Or, en réalité, derrière cet amusement, c'est des compétences qu'on développe. Vous voyez, la fois passée, lorsqu'on a lancé le projet, après les phases de discours, nous sommes venus à la phase démonstrative même. Et les exercices proposés aux enfants en ce moment-là leur permettent de développer plusieurs qualités. Vous voyez, il y a par exemple l'orientation, la différenciation segmentaire, l'équilibre, l'orientation. Et ces jeux doivent amener les enfants à développer plusieurs capacités. D'accord. Vous voyez, et même dans l'implémentation de ce projet, nous avons déjà passé à la formation des enseignants, puisque pour l'implémenter, il faut un programme. Et l'objectif du programme, c'est de permettre aux enfants d'accéder à une pratique sportive saine, laquelle pratique va leur permettre de développer des compétences gages de sport de haut niveau. D'accord. Et justement, quelles sont les étapes, d'accord, que ce projet va connaître? Très bien. D'abord, il y a eu l'étape de formation des enseignants. Et au niveau de la formation des enseignants, nous avons choisi un centre pilote, le centre d'Akasato, qui compte 10 écoles. Donc cette formation a permis aux enseignants, même aux superviseurs, qui sont des enseignants d'éducation physique et sportive, non seulement de comprendre la vision du projet et de comprendre
concrètement ce que ce projet regarde en termes de renforcement des capacités, en tenant bien sûr compte du développement des enfants. Vous voyez, c'est de 0 à 10 ans. Lorsque vous prenez un enfant en 3, 4, 5 ans, il y a des capacités qui le caractérisent. Et si vous, enseignants, qui voulez développer ces capacités, si vous ne connaissez pas qu'à cette étape donnée, il y a des capacités spécifiques que vous devez lui faire connaître, il y a des difficultés. Pour vous donner des exemples concrets. À cet âge, c'est la morphologie de l'enfant qui est en train d'être développée. Et du point de vue pratique, c'est l'amélioration de la mobilité des enfants. On leur propose des jeux qui leur permettent de développer plusieurs habiletés motrices. Vous voyez, la coordination neuromusculaire. Si à cet âge, l'enseignant ou l'encadreur sportif ne sait pas qu'il faut tenir compte de ça là, pour lui proposer des exercices, ça crée des difficultés et des dommages qui sont préjudiciables à la qualité de la performance après. D'accord. La deuxième étape, qui est celle du passage du jeu au sport, il y a la morphologie qui continue par s'installer. Vous voyez, l'enfant devient léger. Et il a des aptitudes à partir de la pratique diversifiée de certains exercices. On appelle cet âge-là l'âge d'or. L'âge d'or est très déterminant. Et c'est une période déterminante qu'on utilise pour mettre en place des qualités de performance ultérieures. Je dis bien ultérieures. Parce qu'après, ces enfants qui seront, les talents qui seront détectés, seront orientés dans les centres. Si, à cette étape propice de l'âge d'or, on n'installe pas cette capacité, ça va créer des dommages à la performance. Ça va altérer la performance future. Et quand on parle de projet synergie éducative, c'est plusieurs sports, ce n'est pas le football seul. C'est ce que les gens pensent après. C'est vrai, c'est la discipline phare, mais c'est plusieurs sports à la fois. Et l'orientation, la détection et l'orientation va nous permettre d'envoyer les enfants, les jeunes talents révélés vers ces différents sports. D'accord. Et que recherche le gouvernement ou, à travers le ministère des Sports via ce projet synergie éducative? Vous savez, aujourd'hui, dans nos disciplines sportives, il y a des difficultés. Vous voyez, le gouvernement veut repartir à la base. Et repartir à la base ne veut pas dire aller travailler seulement à la base. Il faut repartir à la base en sachant que lorsque nous travaillons à la base, il y a des principes, il y a des caractéristiques fondamentales au niveau des acteurs dont il faut tenir compte. Et en matière de sport, l'investissement, le retour sur l'investissement ne se fait pas comme les gens pensent. Aujourd'hui, vous pouvez mettre des milliards aujourd'hui, c'est dans 4, 5, 6 ans que vous allez voir les résultats. Raison pour laquelle il faut aller à la base. Mais il faut aller à la base, vous allez voir des gens, des entraîneurs, des encadreurs, ils rassemblent les enfants, ils commencent par travailler avec eux. Ils commencent par travailler avec eux sans toutefois connaître. Allez-y, docteur. Sans toutefois connaître quels sont les types d'exercices appropriés à ces enfants-là. Quelle est la nature des charges lorsque on quitte l'école? Parce qu'en réalité, quand le projet, les talents seront identifiés, on va les envoyer vers les centres. Donc, le début de l'entraînement va commencer. Et quand ça commence, les capacités motrices, physiques, mentales, techniques, se font dans une proportion donnée. Et si moi, encadreur, je ne connais pas ça, il y a des difficultés. Donc, le projet va aussi aller vers la formation et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le développement de ce projet. D'accord. Et quel est le mécanisme que le ministère des Sports met en place pour superviser justement les encadreurs pour qu'ils puissent évidemment conduire cette belle initiative à bon port? Très bien. Il y a 2 niveaux de supervision. Il y a un niveau local. Le niveau local, nous avons dans chaque école 2 superviseurs qui sont des enseignants d'éducation physique et sportive, rompus à la tâche, mais formés également. Parce qu'il y a des aspects qu'ils n'ont pas vu lorsqu'ils étaient en formation. Je sais de quoi je parle. Donc, il y a ce premier niveau de contrôle de supervision constitué des enseignants d'éducation physique et sportive, du conseil pédagogique dans la zone, puisque c'est dans un bassin pédagogique qui se fait couronner, parrainé par l'inspecteur de la zone. D'accord. Un autre niveau de supervision, c'est au niveau macro, au niveau du ministère. Ouais. Voilà comment cela va se faire.
D'accord. On se rend compte que c'est un projet qui est cher au gouvernement. Récemment, le ministre des Sports, Benoît Dato, a livré donc un entretien dans le cadre de la reddition de comptes pour le compte du PAG 2021-2026, où il a insisté sur ce nouveau projet Synergie éducative. Cela dénote de la place que ce projet, on le voit d'ailleurs là sur ces images, lors du lancement du côté d'Akasato, vous étiez en train d'ailleurs d'en parler. On se rend compte de la place que ce projet occupe dans le programme du gouvernement et dans celui du ministère des Sports. Est-ce que cela surclasse les classes sportives ou c'est... Cela ne surclasse pas les classes sportives, mais ce projet est en synergie d'action avec les classes sportives. D'où son nom, synergie éducative. Les talents qui seront issus du projet éducatif seront complétés par ceux issus des classes sportives pour que la dynamique soit une dynamique orientée vers les mêmes dynamique unitaire. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, docteur Aboudjobou, aux parents de ces gamins-là qui peut-être sont encore réticents d'envoyer leurs enfants à suivre la cadence? Vous savez, la plus-value, lorsque vous regardez la séquence démonstrative, nous sommes inscrits dans une logique d'innovation. C'est-à-dire, ce qui existait au point de vue méthodologique par rapport à l'ancienne approche, n'a pas laissé ça de côté. Donc, nous nous inscrivons toujours dans notre action de synergie. Mais on peut dire aux parents déjà, quand vous voyez la qualité des exercices proposés et la réaction des enfants, je crois que les parents doivent être aisés pour croire à ce projet. Et lorsqu'on va faire l'évaluation, chacun va savoir si ce projet est vraiment promoteur ou non. Mais je dis déjà, compte tenu du système que le ministre Dato est en train de mettre en place pour implémenter ce projet, appuyé bien sûr par le projet du gouvernement, je suis persuadé que ce projet ira à bon port. C'est pour les moins de 10 ans, c'est bien cela? Oui, c'est pour les moins de 10 ans. D'accord. Et au-delà de 10 ans, quel est le projet qui prend le relais? Au-delà de 10 ans, c'est qu'il faut continuer, puisque les talents qui seront détectés seront conduits systématiquement de ces centres de sport. Et ils seront pris en charge par des encadreurs qui seront aussi formés. Ça, c'est très important. Sinon, on crée des dommages sur le tissu, sur le synapse de l'enfant. D'accord. Donc, vous voulez grandir ensemble, comme on le dit, c'est-à-dire faire en sorte que l'apprenant puisse avoir des formations qui s'adaptent à son niveau de développement physiologique. Tout à fait. En ayant des compétences précoces qui sont réveillées en lui et qui sont renforcées et orienté vers sa pratique sportive. Puisqu'à cet âge-là, c'est toujours la pluridisciplinarité. Jusqu'à 11 ans, 10 ans, la fois n'a pas encore un choix. On lui permet de s'exercer dans une pluralité de disciplines pour essayer d'évaluer ses capacités pour faire une orientation objective avant qu'il ne choisisse une discipline. Très bien. Docteur Aboudjobou, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Pour clore cet entretien, j'invite tous les acteurs impliqués dans ce projet, d'abord les enseignants, d'y croire à ce projet et de s'y mettre et de travailler avec une générosité accrue pour que le projet vienne à bout. Merci beaucoup, docteur Basile Aboudjobou. Vous êtes conseiller technique du ministre des Sports, directeur de l'ancien INGEPS, l'institut devenu INEPS, c'est ça? Non, c'est déjà devenu INGEPS. C'est redevenu INGEPS? Oui, il y a l'AOF de l'université signé le 24 juillet dernier. D'accord. Qui ramène l'INGEPS. Qui ramène l'INGEPS. Très bien. Merci, docteur Aboudjobou. Vous passez une excellente journée du mardi et à bientôt. Merci. Pour finir, pour boucler la boucle, la revue de presse de Marcel Arrossi. À la une, Marcel, les forces et ou faiblesses de l'opposition regroupées. À peine créé, le cadre de concertation de l'opposition à l'épreuve des critiques. Manchette chez Le Matinal aujourd'hui. Ce creuset tiendra-t-il jusqu'en 2026? Ne connaîtra-t-il pas le même sort que d'autres alliances de l'opposition créées à la veille des élections? S'interroge surtout le journal. Lorsqu'on a issu de l'opposition, partir seul à la bataille est assurément plus commode, quoique particulièrement hasardeux, commente Le Matinal. Dans la perspective des élections générales
générales de 2026, les battus de 2021 ont donc décidé de faire cause commune autour d'un objectif précis, obtenir l'alternance lors des élections générales de 2026. C'est à vrai dire leur seule chance d'inquiéter le président Talon et la majorité présidentielle au pouvoir depuis 2016, commente le journal. Elle semble se réveiller après avoir tâtonné plus d'une fois. L'opposition béninoise prend déjà la mesure des enjeux et des défis auxquels elle devrait faire face dans les mois à venir, observe Matin Libre, désormais consciente qu'il faut plus que les conférences de presse pour se faire entendre par Patrice Talon et les siens. Elle a décidé de fédérer les forces, les énergies, mais également les idées. Absent à cette table, le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, jusque-là deuxième poids politique de l'opposition, doit se sentir concerné par cette idée, estime Matin Libre. Tout bouge, mais tout ne s'agite pas chez les Cori, aurait confié un proche du parti au quotidien Le Matinal. Alors que les autres partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, s'organisent pour ratisser l'âge aux prochaines joutes électorales, la Foscori pour un Bénin émergent semble tomber en léthargie, observe Le Matinal. Un avis que ne partagent pas les Cori. Au niveau de la FCBE, tout bouge, mais tout ne s'agite pas. Nous sommes beaucoup plus dans une guerre de stratégie pour des gens qui ont l'expérience de la chose politique comme nous. Nous ne pouvons pas faire comme Monsieur Tout-le-Monde, aurait-il déclaré. Il rassure que le parti affûte ses armes et précise que ce n'est pas parce que des partis politiques ne sont pas en alliance avec X ou Y qu'ils ne bougent pas. Nous sommes un parti politique. Nous n'avons jamais fait la politique de la chaise vide et nous ne le ferons pas en 2026. Voilà une phrase de plus que note Le Matinal chez les Cori. Si, en politique, poursuit Matin Libre, l'on a toujours besoin d'un plus petit que soi pour gagner, cette maxime doit dès ce moment prendre le dessus sur toutes les autres considérations pour une éventuelle unité d'action. Si toutes ces factions ont, à un moment politique du pays, cheminé ensemble, il n'est pas illusoire de penser qu'elles le peuvent à nouveau, espère Matin Libre. Sauf que ce creuset ne va rien changer, affirme le politique et enseignant Gilles Goyi. Ce creuset ne va rien changer dans l'animation de la vie politique au Bénin, absolument rien. Au contraire, ça va nous faire juste apprécier la vitalité de la démocratie dans notre pays, le Bénin, commente le professeur dans les colonnes du journal Le Matinal. C'est d'ailleurs l'un des rares charmes que je trouve à la démocratie libérale parce que de temps en temps, comme elle permet à tout le monde de s'exprimer librement, n'importe qui peut se lever et dire ce qui lui plaît pour amuser la galerie. C'est des choses qui vont de plus en plus s'observer jusqu'aux élections générales de 2026, soutient-il. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi. Et c'est terminé pour le compte d'aujourd'hui. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. La même énergie surtout. Toujours. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mardi 12 novembre 2024. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Timothée Wonton. Retrouvez-nous demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.